Et si ceux que l'on a toujours considérés comme faibles détenaient en silence les clés de leur propre avenir? Cette question, en apparence simple, bouleverse tout un héritage de croyances. Car pendant des générations entières, l'histoire de l'agriculture burkinabé a été écrite par d'autres mains. Des experts venus d'ailleurs, des institutions lointaines, des gouvernements étrangers qui imposaient leurs récits, leurs méthodes, leurs priorités. Au fil des ans, à force de répéter les mêmes mots, une image s'est imposée dans les esprits, celle d'une agriculture fragile, impuissante, condamnée à dépendre éternellement de l'aide extérieure. Les médias, les rapports officiels, les discours internationaux ont tous contribué à forger ce mythe. On a fait croire que les solutions ne pouvaient n'en venir que d'ailleurs, que les paysans du Burkina Faso étaient voués à subir, à attendre, à recevoir des leçons venues de pays lointains, sans jamais être écoutés véritablement. Pourtant, la réalité était bien différente. Sur leurs terres, souvent arides, les agriculteurs n'ont jamais cessé de lutter. Compétents, persévérants, porteurs d'un savoir transmis de génération en génération, ils ont vu leur expérience ignorée, leur voix étouffée par les discours venus d'en haut, leur stratégie d'adaptation aux sécheresses, leur manière d'anticiper les aléas climatiques, leur capacité à innover avec peu de moyens. Tout cela était effacé, remplacé par des solutions miracles imposées sans consultation. Cette surdité institutionnelle a coûté cher. Dépendance chronique, ressources gaspillées, confiance abîmée, dignité perdue. Mais surtout des années entières dilapidées à attendre un salut qui ne venait jamais. À chaque saison, les promesses renouvelées d'aide, de projets, de matériel restaient en lettres mortes. Au village de Thomas, par exemple, des machines sont restées des années entières dans des hangars, faute de formation pour les utiliser. À Waïgouya, les paysans racontent comment les engrais, distribués au compte-gouttes, arrivaient souvent trop tard ou n'étaient pas adaptés à leur sol. Tout pourrait changer pourtant si l'on acceptait de regarder autrement. Car tant qu'on continue à croire aux mauvais récits, à ceux qui maintiennent dans la faiblesse, on condamne non seulement l'agriculture, mais tout un peuple à l'impuissance. C'est là tout le danger du récit unique, un concept dénoncé par l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Lorsqu'une seule version de l'histoire domine, elle finit par étouffer toutes les autres, et ce sont les premiers concernés qui disparaissent du tableau. Alors comment la prise de conscience a-t-elle émergé? Qu'est-ce qui a permis à la renaissance rurale de s'amorcer, contre toute attente? Pour le comprendre, il faut revenir au point de bascule, ce moment où la réalité ne pouvait plus être ignorée. Les premiers signes du renouveau n'étaient pas spectaculaires. Ils ressemblaient à de simples conversations, à des gestes discrets, à des décisions prises dans l'ombre. Mais peu à peu, un mouvement de fond s'est amorcé, porté par ceux que l'on n'attendait pas, les agriculteurs eux-mêmes, souvent les femmes, les jeunes, les anciens, tous porteurs d'une expérience accumulée au fil des saisons. Pendant de longues années, les véritables experts restaient cachés dans l'ombre, oubliés de tous. Les agriculteurs du Burkina Faso, dépositaires d'un savoir ancestral et d'une résilience remarquable, étaient systématiquement mis à l'écart. Leur vécu, leur lutte, leurs solutions concrètes, tout cela disparaissait derrière des décisions prises depuis des bureaux lointains, sans jamais consulter ceux qui travaillaient la terre. Cette situation rappelle, par exemple, l'histoire des paysans vietnamiens durant la réforme agraire. Là aussi, les décisions imposées d'en haut ont souvent conduit à des catastrophes, faute d'avoir écouté les réalités locales. Pourtant, chaque jour, ce sont bien eux qui affrontaient la réalité. De l'aube au crépuscule, ils travaillaient avec les outils transmis par les anciens, luttèrent avec des moyens limités et portaient sur leurs épaules le poids de chaque saison incertaine. Préparer le sol avec des houdons fatigués, semer à la main, attendre la pluie, et tout risquer contre le temps. Telle était la routine pendant que les politiques agricoles, décidées à des milliers de kilomètres, aggravaient le sentiment d'abandon. Leurs efforts ne s'arrêtaient pas aux champs. Même quand la récolte semblait prometteuse, l'absence de lieu de stockage adapté les condamnait à voir des mois de travail se perdre en quelques heures. Une chaleur excessive ou une pluie malvenue suffisait à ruiner le fruit de leur labeur, faute de silos ou d'entrepôts. Cette perte cruelle se déroulait dans l'indifférence la plus totale. À Koudougou, par exemple, des dizaines de familles ont vu leur mil pourrir après une saison exceptionnelle, simplement parce que le grenier communautaire était déjà plein. La question financière ajoutait une pression supplémentaire. Les semences et les engrais coûtaient si cher que la majorité des familles devaient choisir entre nourrir les siens ou investir dans une nouvelle saison. Les prix grimpèrent sans cesse, les aides restaient rares et chaque pari sur l'avenir devenait un sacrifice dangereux.
Dans la province du Sourou, les groupements de femmes expliquent qu'il leur fallait parfois emprunter à des taux exorbitants, sacrifiant les économies de toute une année pour acheter quelques sacs d'engrais. Un autre danger, plus insidieux, empoisonnait les cultivateurs, l'usage incontrôlé des pesticides, notamment sur le coton. Sans formation, sans équipement de protection, ils manipulaient des substances toxiques qui dégradaient la terre et leur propre santé. Douleurs, maux de tête, maladies chroniques, la liste s'allongeait, mais leurs alertes se perdaient encore dans le silence. Un homme à Banfora raconte comment, après plusieurs années de culture intensive, sa famille a vu apparaître des problèmes respiratoires chez plusieurs enfants du village. Petit à petit, la lassitude gagnait du terrain. Laisser faire, c'était accepter pour soi et pour ses enfants une existence effacée, faite de pertes et de renoncements. Ce combat allait bien au-delà des récoltes. Il touchait à la dignité, à la souveraineté, à la possibilité d'un avenir choisi. Les anciens rappelaient souvent que « qui ne sème pas sa propre graine ne récoltera jamais sa liberté ». Mais ce cycle n'était pas une fatalité, car bientôt un souffle nouveau allait traverser la campagne et tout bouleverser. Quelque chose d'inédit était en train de naître, porté par l'audace de celles et ceux qui refusent la résignation. L'espoir s'apprêtait à changer de camp. Cette dynamique rappelle d'autres réveils historiques. Lorsque les paysans indiens, sous la Révolution verte, se sont appropriés les techniques modernes, mais en les adaptant à leurs besoins, refusant le simple copier-coller occidental. Et si la Révolution commençait par écouter vraiment ? Dans un pays où tant de voix se sont éteintes dans le silence, Ibrahim Traoré a pris tout le monde à contre-pied. Il n'a pas convoqué les agriculteurs dans d'austères bureaux. Il est allé à leur rencontre, là où la terre colle aux mains, là où la vérité ne se cache pas. Ce geste, en apparence simple, a tout changé. Il a rappelé la démarche de Thomas Sankara, qui dans les années 80 arpentait les villages pour s'imprégner des réalités du terrain avant de décider. Sous la lumière crue ou à l'abri d'un vieux manguier, il s'est assis avec eux. Pas pour quelques minutes volées, ni pour aligner des promesses, mais pendant de longues heures, simplement à écouter, sans interrompre, sans juger, sans chercher à convaincre. Il laissait les silences s'installer, les regards se croiser, les récits douloureux remonter. Alors sont remontées une à une les vraies blessures. Les outils sont usés jusqu'à la corde, hérités de leurs parents. Les saisons jouent à cache-cache, les pluies ne frappent jamais 2 années de suite à la même porte. Même quand la récolte sourit, tout se joue à la dernière minute. Grenier trop exigu, humidité qui ronge tout, des mois de sueur partis en poussière. Au village de Fada, une femme raconte comment, chaque année, elle perdait la moitié de ses arachides à cause des rongeurs. Pour la première fois, les agriculteurs n'ont pas eu à se justifier ni à mendier de l'attention. Leur parole n'était plus un bruit de fond, mais une boussole. Lentement, la méfiance s'est fissurée, laissant passer une lumière nouvelle. Les épaules se sont redressées, l'espoir a repris racine. Cette scène rappelle les pratiques de démocratie participative instaurées au Brésil dans les années 90, où la parole des quartiers populaires a transformé l'action publique. Ce simple respect a bouleversé la donne. Les cultivateurs ont compris qu'ils étaient enfin considérés comme les véritables experts de leur propre terre. L'État aussi a ouvert les yeux. Le problème n'a jamais été le manque de courage, mais l'absence d'un soutien adapté, d'outils dignes, d'une écoute honnête. Ignorer cette écoute, c'est semer l'échec. Défiance, découragement et projets avortés. Prendre ce risque, c'est accepter de tourner en rond, de gaspiller la confiance de celles et ceux qui nourrissent la nation. On se souvient de l'erreur commise au Niger dans les années 2000, quand des projets agricoles imposés sans concertation ont échoué, faute d'adhésion des communautés locales. Le Burkina Faso, cette fois, voulait éviter ce piège. Mais écouter n'était qu'un premier pas. Comment, maintenant, transformer ces paroles en actions réelles ? L'écoute a ouvert une brèche, mais la réalité attend des réponses concrètes. Reste à voir si l'État saura transformer ses voix en changements tangibles. Les agriculteurs, eux, n'espéraient sans plus des miracles, mais des gestes simples, adaptés à leurs besoins quotidiens. Du matériel, des formations, des infrastructures, un accès facilité au crédit. Quand la confiance se change en action, tout bascule. C'est la condition de toute transformation durable. Ce n'est pas un simple vœu pieux. Sur le terrain, une révolution a pris forme. Au Burkina Faso, l'État a fait un pari audacieux, investissant 78 milliards de francs CFA sans passer par aucun intermédiaire. Cet argent n'est pas resté dans les tiroirs, il s'est matérialisé en milliers de tracteurs, de semoirs et d'outils modernes. Pour la première fois, ces machines sont arrivées directement dans des villages longtemps oubliés.
À Boromo, par exemple, 20 nouveaux tracteurs ont été distribués en une seule saison, changeant le quotidien de centaines de familles. La mécanisation n'est plus réservée à une élite ou à ceux qui savent patienter des années. Même l'agriculteur le plus isolé a vu débarquer des équipements capables de transformer ses journées, préparer la terre en quelques heures, semer au moment idéal, récolter plus vite, mieux protéger les récoltes contre les pertes. Ce changement rappelle ce qui s'est passé en Éthiopie dans les années 2000, où l'arrivée massive de petits vents tracteurs a permis de tripler les surfaces cultivées dans certaines régions. Mais la vraie rupture ne se limite pas à la livraison de matériel. Sur le terrain, des ingénieurs agricoles circulent de village en village. Leur rôle, former, accompagner, entretenir. Fini les machines abandonnées, fini la dépendance au bon vouloir d'une expertise lointaine. La connaissance devient locale, les compétences poussent comme le mil après la pluie. L'autonomie prend racine. À Dédougou, une coopérative a même créé son propre atelier de réparation, formant des jeunes à la mécanique agricole. Les résultats ne tardent pas. Les rendements agricoles bondissent de 35 à 40% de plus qu'avant, un saut autrefois impensable. Là où chaque saison était un pari contre la faim, on voit surgir des surplus, et avec eux la promesse de mieux nourrir les familles. On cite un exemple frappant dans la région du Centre-Nord, où un groupement de femmes a pu vendre sa production de niébé sur de nouveaux marchés, augmentant ses revenus de moitié en une seule campagne. Pourtant, un danger aurait pu tout arrêter, l'insécurité qui secoue le pays. Mais le Burkina Faso a refusé la fatalité. Les zones agricoles sont réorganisées, les drones surveillant les champs, les populations déplacées participent à la création de 100 000 emplois agricoles. Plutôt que de céder, le pays a trouvé une nouvelle énergie, une solidarité qui déjoue la peur. À Kaya, des groupes d'autodéfense veillent sur les cultures, garantissant la sérénité des récoltes. La leçon est claire, sans action, la confiance n'est qu'un mirage. Ici, chaque geste compte. Chaque formation, chaque franc investi, chaque main tendue construit une autonomie qui se voit dans les chiffres, sur les visages, dans l'espoir qui renaît. C'est un cercle vertueux qui désormais inspire d'autres pays du Sahel. Mais cette transformation n'est pas un hasard. Elle commence par une décision radicale, un choix de dignité. D'où vient ce déclic et comment s'assurer qu'il ne s'éteigne pas? La vraie indépendance commence quand la valeur reste chez soi. Des décennies durant, le Burkina Faso expédiait ses richesses agricoles à l'étranger, ne gardant que des miettes. Puis, une idée simple mais radicale a tout bouleversé, transformer sur place pour que la valeur ajoutée ne s'envole plus. Cette logique, appelée industrialisation endogène, a déjà fait ses preuves ailleurs. Au Ghana, par exemple, la transformation locale du cacao a permis de créer des milliers d'emplois et de multiplier les revenus des planteurs. Dans une multitude de villages, les habitants se sont unis pour bâtir leurs propres ateliers de transformation. Désormais, les tomates ne partent plus pour revenir en boîte, les mangues ne pourrissent plus sur les marchés, et les céréales nourrissent d'abord les communautés locales. À Bobo Dioulasso, une petite usine de transformation du sésame emploie aujourd'hui plus de 50 jeunes du quartier. Ce ne sont pas des géants étrangers, mais bien les Burkinabés eux-mêmes qui possèdent et pilotent ces usines. Les décisions cruciales, les profits et l'avenir restent entre leurs mains. À chaque tonne de produits denses et transformés ici, ce sont des emplois créés, des familles à valoriser et une expertise qui grandit. Dans la région du plateau central, un groupement féminin a lancé une gamme de confitures de mangue qui s'exporte désormais jusqu'en Côte d'Ivoire. Grâce à ce modèle, les circuits du cours s'imposent, moins d'intermédiaires, davantage de profits pour les producteurs et une économie locale qui se renforce semaine après semaine. Les récoltes sont mieux valorisées, les pertes diminuent nettement et la stabilité nationale s'affirme. Le Burkina Faso est devenu un exemple pour ses voisins, comme le Mali ou le Niger, où l'on commence aussi à privilégier la transformation locale. C'est l'esprit de Sankara qui renaît, adapté aux défis actuels. L'autonomie n'est plus un slogan, mais une expérience vivante. Fierté de produire, confiance retrouvée et transmission de valeurs aux générations futures. Les écoles rurales intègrent désormais des modules sur la transformation alimentaire pour que les jeunes s'approprient cette nouvelle culture économique. Jeunes et anciens avancent ensemble, retrouvant une dignité collective. Ils construisent un avenir qui leur appartient, où chaque succès local devient une victoire pour toute la nation. À Tenkodogo, une journée de la transformation rassemble chaque année les producteurs et artisans pour échanger leurs idées et célébrer leurs réussites. Mais rien n'est jamais acquis. Si la transformation locale s'arrête, la richesse s'évapore et la dépendance refait surface. L'avenir du pays dépend de ce choix, garder la valeur ou la laisser filer.
C'est un combat quotidien contre la facilité des exportations brutes, contre la tentation de céder aux acheteurs étrangers. Ce mouvement n'est pas sans résistance. Mais au cœur de chaque réussite se cache une leçon pour ceux prêts à écouter et à agir. L'exemple du Burkina Faso inspire aujourd'hui des associations en Guinée, au Sénégal, qui veulent aussi reprendre le contrôle de leur avenir agricole. Ceux qui écrivent leur propre histoire deviennent les véritables maîtres de leur destin. Au Burkina Faso, cette conviction a pris racine et bouleversé le quotidien. Pendant de longues décennies, l'agriculture burkinabé était racontée par d'autres voix, souvent étrangères, qui voyaient de la faiblesse là où se cachait une force inexploitée. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes et les hommes du pays qui reprennent la plume et redessinent leur avenir. Les radios communautaires diffusent chaque semaine des témoignages de cultivateurs partageant leurs innovations et leurs succès. Écouter les agriculteurs, c'est reconnaître en eux les vrais experts de leur terre. Ici, ni modèles importés, ni recettes toutes faites. Chaque avancée naît de leur courage, de leur intuition, de leur capacité à transformer les défis quotidiens en solutions adaptées. Cette révolution silencieuse a prouvé que la dignité et la souveraineté s'enracinent d'abord dans la prise de parole de ceux qui vivent chaque saison, chaque récolte, chaque difficulté. Laisser d'autres écrire votre histoire, c'est leur abandonner vos priorités, vos rêves et même la réputation de votre peuple. C'est accepter la dépendance, voir vos ressources se gaspiller et votre potentiel être réduit à un récit qui n'est pas le vôtre. Mais chaque fois qu'une voix locale s'élève, chaque décision prise ensemble, c'est tout un pays qui se relève et découvre sa capacité à bâtir un futur digne et solide. C'est l'exemple de la coopérative de Combisiri, qui, grâce à l'écoute de ses membres, a su investir dans une unité de transformation et quadrupler ses revenus. Le Burkina Faso a prouvé à l'Afrique et au monde qu'un autre modèle existe, misé sur la puissance collective, la solidarité et la confiance envers ceux qui vivent la réalité du terrain. Les innovations, les progrès, les résultats obtenus ne sont pas le fruit d'un miracle. Ils viennent du dialogue, de l'écoute et de la volonté de reprendre en main son propre destin. De nombreux pays, comme le Rwanda ou le Bénin, observent et s'inspirent de cette trajectoire pour leur propre développement agricole. La véritable richesse aujourd'hui ne se compte plus seulement en milliers de tonnes de céréales ou en nombre de machines. Elle se voit dans la fierté retrouvée, la capacité à avancer ensemble sans attendre des solutions venues d'ailleurs. Ce choix de l'autonomie assumée fait toute la différence. C'est un choix exigeant, qui suppose de prendre des risques, d'innover, de s'entraider, mais c'est le seul garant d'une prospérité durable. À vous qui écoutez, que vous soyez agriculteur, entrepreneur, étudiant ou simple citoyen, souvenez-vous que votre histoire vous appartient. N'attendez pas que d'autres viennent fixer vos rêves ou vos limites. Écoutez ceux qui vivent le réel, osez prendre part aux décisions et croyez en la force du collectif. Rapprochez-vous des groupements locaux, participez aux assemblées de village, proposez vos idées, transmettez votre expérience. Car c'est en écrivant ensemble une nouvelle page, honnête, audacieuse et ancrée dans la réalité, que naît la vraie prospérité. Le Burkina Faso n'est pas une exception. Il démontre que chaque communauté peut devenir maîtresse de son avenir, à condition de s'approprier sa voix et de faire confiance au terrain. Pour que demain, ce ne soit plus jamais d'autres qui racontent votre histoire à votre place, mais bien vous, acteur de votre propre destin. La boucle est bouclée. Ceux que l'on disait faibles se révèlent être un porteur d'avenir. Et si cette fois, nous choisissions d'écouter,